vous êtes jamais demandé quel était le point commun entre ce livre, une affiche, une jaquette de jeu vidéo ou même une boîte de mouchoirs? Eh bien, ce point commun est tellement fondamental que sans lui, vous seriez probablement le plus grand des illettrés aujourd'hui. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Après bon, quand on observe certains spécimens qui peuplent nos réseaux sociaux, on pourrait croire que cette réalité existe bel et bien. Mais non, heureusement on est passé à côté. Et ce grâce à un homme qui a révolutionné la diffusion du savoir, j'ai nommé Johann Gutenberg, a.k.a. l'inventeur de l'imprimerie. Allez, générique. Donc comme j'ai dit, Gutenberg, il est celui qu'on appelle l'inventeur de l'imprimerie. Mais ça, c'est ce qu'on considère en Occident. Parce qu'en fait, en Extrême-Orient, ils avaient déjà ce que l'on appelle la xylographie. En gros, on utilise de la gravure sur bois sur lequel on enduit de l'encre, que l'on presse sur du papier, et hop, ça imprime. Et ça, on en reparlera plus tard. Et donc vers 1450, avant que Gutenberg n'arrive et révolutionne cette diffusion du savoir, tous les bouquins étaient rédigés à la main par des moines copistes. Et alors évidemment, ça prenait du temps, beaucoup de temps. One eternity later. Et beaucoup plus de temps qu'il n'en faut à l'État français pour aller récupérer votre argent durement gagné, évidemment. Sinon, Gutenberg, lui, il naît à Mayence, dans le Saint-Empire romain germanique. Il est le troisième fils d'une famille plutôt aisée. Son père, Friedrich Gensflash Zurladon, pardon pour la prononciation, j'ai fait LV2 espagnol, il était orfèvre. Et il semblerait que c'est lui qui a appris à Gutenberg, son fils, la ciselure et la maîtrise de différents alliages. Compétences qui, on le verra plus tard, lui permettront de réaliser son invention révolutionnaire. Et puis j'ai dit il semblerait. J'écoute. Je répète, il semblerait. Pourquoi ? Tu m'as dit. Parce qu'en fait, on sait finalement pas grand-chose de sa vie à Gutenberg. Par exemple, entre 1400, c'est-à-dire là où il est, le moment où il est né, et vers 1420, on n'a en fait aucune trace de sa vie. En gros, on peut faire que des suppositions, donc on pourrait justement supposer qu'il ait soit réalisé des études un petit peu intellectuelles, soit réalisé des formations professionnelles, artisanales. Mais un événement va pousser notre jeune Gutenberg et sa famille à quitter Mayence pour Strasbourg, parce qu'en fait, au début du XVe siècle, Mayence traverse une crise politique et financière assez compliquée. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75€ le ticket. Cette crise, For sure. elle implique d'un côté les familles patriciennes, dont fait partie celle de Gutenberg, et les oppose au gouvernement globalement qui régit la ville. Donc elle quitte Mayence pour Strasbourg pour chercher un contexte financier et politique beaucoup plus stable. Mais pourquoi tu fais ça, Jack? L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. Une fois à Strasbourg, Gutenberg il fait affaire avec 3 collaborateurs pour, non pas encore bosser sur l'imprimerie, pas tout de suite, plutôt pour bosser sur des miroirs. Et oui, il a pas fait que de l'imprimerie le bougre. Hein. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. En fait, il y avait un grand pèlerinage prévu à Aix-la-Chapelle, et en fait, il y a une croyance qui disait que grosso modo, les miroirs qui étaient utilisés lors des pèlerinages pouvaient récupérer les bénédictions des reliques. Donc forcément, notre équipe de bras cassés voulait miser là-dessus pour vendre leurs miroirs. Le problème, c'est que le pèlerinage a été repoussé d'une année. Donc le marché s'effondre, les investissements partent un petit peu dans le vide intersidéral. Et autre problème, l'un des 3 collaborateurs de Gutenberg décède à cause d'un retour de la peste. Du coup, la famille de celui-ci intente un procès contre Gutenberg pour récupérer des parts du projet. Mais bordel, c'est le droit! Et globalement, on peut considérer que Gutenberg a gagné le procès. En tout cas, il l'a pas perdu, parce que de toute façon, il avait passé un accord avec quelqu'un de vivant. Il n'était aucunement mentionné dans le contrat qu'au décès de l'un des collaborateurs, sa famille puisse récupérer des droits sur l'entreprise. Et alors ce qui est intéressant avec ce procès, c'est qu'il y aurait été mention d'un projet secret que Gutenberg ne voulait pas dévoiler. Il est possible que ce soit ce fameux projet de presse à caractère mobile qui a absolument révolutionné le monde. Mais avant de continuer, on va se poser la question, pourquoi Gutenberg s'est décidé à bosser sur l'imprimerie? Eh bien parce qu'en fait l'époque ne demandait que ça. Par exemple, en 1431, on a eu ce qu'on a appelé le Concile de Bâle, qui a réuni énormément d'intellectuels qui avaient besoin de reproduire leurs écrits.
Après, plus globalement, de toute façon, on a une essor des universités, on a une demande de la part des bibliothèques, et également une multiplication du nombre de lecteurs, surtout en ville, évidemment. Et donc après, Gutenberg, il retourne à Mayence. Et il semblerait que sa presse à caractère mobile est prête, donc il lui faut des fonds. Et c'est alors qu'il va commencer à traiter avec Johann Fust. Pareil, la prononciation, j'en sais rien. En tout cas, ce mec est un riche banquier et va pouvoir prêter de l'argent à Gutenberg. Silence, la vilaine! Viens! Range-la et va ton chemin! Ah oui, Gutenberg lui fallait de l'argent pour pouvoir commencer à imprimer des ouvrages avec sa machine, forcément. Donc Fust prête énormément d'argent à Gutenberg, que celui-ci doit lui rembourser sous forme d'intérêt, à peu près 6% annuellement. Mais au-delà de ça, il met aussi sa presse et son atelier sous garantie. Et oui, s'il ne peut pas rembourser, ce sera Johann Fust qui va récupérer tout le matériel. Vous la sentez venir la douille ? Mais avant de parler de cette douille, on va d'abord se tourner vers cette presse à caractère mobile et voir comment elle fonctionne et qu'est-ce qui la compose. En fait, si vous voulez, elle réunissait déjà à elle seule plusieurs inventions, plusieurs techniques, plusieurs méthodes qui existaient déjà. Simplement, Gutenberg les a améliorées et les a réunies et assemblées de façon logique. En fait, d'abord, il faut graver un poinçon métallique représentant chaque lettre et chaque symbole en relief inversé, sinon ça fonctionne pas. Et ce système de poinçons, il existait déjà dans la frappe de la monnaie. Maintenant qu'on a notre poinçon, on va fabriquer un moule. Et ces moules, les orfèvres les utilisaient déjà. Simplement, ils n'étaient pas réglables. Dédicace au daron de Gutenberg. Ensuite, on a des alliages au plomb qui étaient déjà utilisés dans l'artillerie. Et d'ailleurs ça, c'est le père de Gutenberg qui lui a appris à le faire. Et donc ces alliages, ils ont été coulés dans les moules dont on a parlé précédemment. Cette étape-là nous permettait d'avoir les fameux caractères métalliques sur lesquels on n'avait plus qu'à mettre de l'encre. Et cette encre-là, Gutenberg, il l'a fait aussi lui-même. En fait, fallait qu'elle soit assez grasse pour ne pas glisser sur le métal. Du coup, il les a fait à base d'huile. Il ne restait plus qu'à mettre une feuille de papier sur les alliages enduits de métal et utiliser un système de presse pour presser le papier afin que l'encre y adhère correctement. Et ce système de presse, en fait, il existait déjà aussi dans la viticulture. Donc pour résumer, il n'invente pas tous ces composants individuellement. En fait, il les standardise pour créer sa machine d'impression de masse. Et donc, avec Fust, ils ont décidé d'imprimer la Bible. C'est pas si bête d'un point de vue entrepreneurial, puisque c'était le bouquin le plus lu à l'époque. Et donc la Bible de Gutenberg, on l'appelle aussi la Bible de 42 lignes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque page est composée de 2 colonnes de 42 lignes, tout simplement. Là, elles ont été imprimées environ entre 1452 et 1454, voire 1455, dans un total d'environ 180 exemplaires. Aujourd'hui, il n'en resterait que 48. À l'époque, pour rédiger une Bible comme ça, il fallait environ, en moyenne, à peu près, hypothétiquement, pour rester large, il fallait à peu près 3 ans à un moine copiste pour en rédiger une. J'ignorais. Et Gutenberg, lui, il a copié leur façon d'écrire. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une typographie type Gothic Textura sur ces fameuses Bibles. Eh bien, le souci, c'est que malgré toutes ces précautions, la Bible ne s'est pas si bien vendue. Le stock s'est pas si bien écoulé que ça. Bien sûr que j'ai de la peine, c'est horrible, enfin bon. Du coup, Fust s'est mis à réclamer les intérêts que Gutenberg lui devait, parce que jusque-là, il le faisait pas trop. Et ça va. Et alors maintenant, on ne sait pas, est-ce que Gutenberg ne pouvait pas payer ou ne voulait pas payer ? Toujours est-il qu'ils se sont retrouvés tous les deux au tribunal. Vous la sentez venir la douille ? Réclamant les intérêts que Gutenberg lui devait. Et pour en revenir sur la douille, le tribunal donne raison à Fust qui récupère l'atelier de Gutenberg, dont sa fameuse presse à caractère mobile. Du coup, Fust a créé sa propre imprimerie, auquel il a donné son propre nom. Il a trouvé un nouveau collaborateur et a édité d'autres bouquins, notamment le Psalorum Codex, qui leur a donné à tous les deux, lui et son nouveau collaborateur, une certaine notoriété à l'époque. Du coup, notre super Gutenberg, qui avait de l'or absolument dans les mains, se retrouve sans son invention. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Et on peut l'imaginer, sans trop d'argent. Cependant, il va terminer sa vie assez tranquillement, puisqu'en 1465, il va être fait gentilhomme, monsieur. Oh Seigneur, la révérence. Oh, c'est un saint homme. Il va être fait gentilhomme par l'archevêque de Mayence, Adolphe II de Nassau. Puis il va décéder tranquillement et s'éteindre vers 1468.
Maintenant, revenons-en à ces histoires d'Asiatiques qui connaissaient d'ores et déjà la xylographie avant que les Européens n'aient la presse à caractère mobile de Gutenberg. En fait, il y a une différence fondamentale entre l'Europe et même le reste du monde d'ailleurs, d'un point de vue de l'imprimerie. La différence, c'est qu'une grande partie du monde réservait le savoir seulement pour les élites. C'est qui le patron? Et moi? Tandis qu'en Europe, il y avait un désir de propager ce savoir, un désir de ne pas le donner et le garder que pour le clergé et la noblesse, mais de le propager à tous les hommes. C'est ce qui fait que très peu de temps après la création de la presse à caractère mobile de Gutenberg, mais en fait, des inventions similaires ont commencé à poindre un petit peu partout en Europe. Allez, conclusion. Et donc, c'est quand même le design graphique qui nous intéresse, et en fait, il faut savoir que l'arrivée de la presse à caractère mobile de Gutenberg annonce aussi l'arrivée de la plupart des règles qui régissent le design graphique. Que ce soit de hiérarchiser une information, de rendre accessible et lisible du texte, ou de guider le regard et de structurer des mises en page. Le design graphique, il est né en partie ici, là où il faut transformer un flux monumental d'informations en un texte digeste et lisible pour l'œil humain. Du coup, quand on y pense, quand on ouvre un livre ou qu'on ouvre une page web par exemple, on utilise toujours un petit peu l'invention de Gutenberg. La différence, c'est juste qu'on n'imprime pas forcément sur du papier, mais sur nos écrans, sur notre tablette, notre téléphone portable ou nos télés. Et ces différents systèmes de pensée qui sont advenus avec la création de Gutenberg, finalement, se sont simplement adaptés à de nouveaux supports. Alors évidemment, il y a quand même bien une différence aujourd'hui avec nos écrans, puisque l'information est quasi illimitée, extrêmement rapide à produire, et même bien plus encore qu'elle ne l'était à l'époque, lorsque Gutenberg a inventé sa presse à caractère mobile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à booster cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, allez salut.